Bonjour à toutes et à tous. Après avoir examiné aujourd'hui la définition des rapports entre nature et culture, puis les pertes et les solutions pour y remédier, et enfin avoir un peu étudié la porosité qu'il peut y avoir entre les frontières entre ces deux notions, il sera à présent question de ce que nous avons intitulé ou appelé « Inventer de nouvelles formes de patrimonialisation ». Et donc non seulement ces rapports entre nature et culture ont évolué, permettant que soient mieux pris en compte ces patrimoines mixtes ou hybrides, mais en plus le droit a avancé, protégeant à présent la relation des communautés détentrices de ces patrimoines. La Convention de Faro de 2005 en est un bon exemple, en ce qu'elle accorde à ces communautés un droit d'accès au patrimoine. La protection et la conservation du patrimoine ne sont alors plus l'apanage des seuls experts, mais s'exercent conjointement avec les individus et les communautés désireux d'y participer. Dans le cadre de ce panel, nous allons entendre trois personnes. On a décidé d'inverser l'ordre des présentations initialement prévues pour aller du plus général au plus particulier. Et donc on écoutera d'abord Vittorio Mainetti, qui est professeur adjoint en droit international à l'Università degli Studi di Milano, qui a intitulé sa présentation « Réflexion autour de la notion de bien et de patrimoine culturel en droit international, de la protection à la participation ». Vittorio va retracer l'évolution du droit international de la culture et comment celui-ci, qui était initialement construit autour de la notion de protection, a progressivement accordé de plus en plus de place à d'autres notions, d'abord la valorisation du patrimoine et ensuite en reconnaissant la portée des droits culturels. Cette transformation s'est poursuivie avec finalement la meilleure prise en compte des destinataires et détenteurs du patrimoine et leur participation accrue au processus de patrimonialisation. Et ensuite, on écoutera Aurélie Contevaux et Francesca Cominelli qui ont intitulé leur présentation « L'irrigation traditionnelle en France, dépasser le clivage nature-culture ». Vous êtes toutes les deux maîtresses de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Aurélie Contevaux en anthropologie et Francesca Cominelli en économie. Et vous êtes toutes les deux rattachées à l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme, l'IREST, et membres de l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme, l'EREST. Et donc pour mettre un peu en lumière ces imbrications entre nature et culture, vous allez nous présenter un projet que vous menez actuellement sur la patrimonialisation des pratiques de l'irrigation gravitaire traditionnelle. C'est une méthode qui utilise la gravité et des constructions artisanales pour acheminer l'eau et qui a été inscrite en décembre dernier à la demande de 7 États, mais pas la France, sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous nous présenterez un peu les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent dans ce projet et surtout comment est-ce qu'au moyen d'une démarche participative, vous avez pu impliquer différentes communautés à celui-ci. Alors, merci beaucoup. Avant de commencer, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette journée. Je suis vraiment ravi d'être avec vous et je suis ravi aussi d'avoir écouté dans cette journée beaucoup de réflexions qui, j'en suis certain, vont nourrir aussi mes réflexions à l'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelques réflexions autour de cette notion de bien patrimoine culturel. Peut-être évoquer la notion de bien culturel peut paraître un peu ringard, mais je suis convaincu que je n'utilise pas une notion qui a fait son temps, mais une notion qui, malgré la mauvaise presse, a encore de beaux jours devant elle. Je vais me pencher donc sur l'évolution de cette notion de bien patrimoine culturel en me focalisant sur 4 questions, ou plutôt 4 points. Tout d'abord, comment cette notion s'est établie, s'est imposée à un droit international. Deuxièmement, l'évolution de son objet, à savoir son expansion. Troisièmement, l'évolution de l'idée de protection qui est inhérente à la notion de bien patrimoine culturel. Et à ce propos, on verra les étapes correspondant aux différentes catégories de normes qui se sont succédées dans le droit international de la culture. Et puis, la 4e question donc, concerne l'évolution quant au sujet de droit et aux destinataires, les ayants droit. Et on verra qu'il y a un passage qui est très important des États aux communautés, aux groupes et individus.
Alors, commençons par la notion de bien patrimoine culturel. La notion de bien culturel s'est imposée dans le langage juridique vers le milieu du XXe siècle. Elle s'est imposée, elle a fait son apparition en droit international avec la Convention de La Haye de 1954. Et jusque-là, une grande variété d'expressions et d'appellations de portée beaucoup plus restreinte avaient été utilisées. Donc les termes les plus souvent utilisés étaient ceux de monuments historiques, vestiges, antiquités, œuvres d'art, objets archéologiques, trésors nationaux et j'en passe. Depuis, cette expression s'est imposée en droit international et par le biais du droit international dans la plupart des législations nationales. Et la raison de son succès doit être recherchée dans la force unificatrice de ce terme qui est capable de rassembler toutes les expressions et les catégories qui avaient été utilisées auparavant. Les expressions bien culturelles et patrimoine culturel doivent être aujourd'hui considérées comme étant les termes techniques, the terms of the art, disent les Anglais, du droit international pour désigner l'objet de la protection. Mais j'ai employé l'expression bien culturel et l'expression patrimoine culturel comme si c'était des synonymes. Et je crois qu'une précision terminologique, c'est nécessaire. Une partie de la doctrine, en fait, a proposé, vers la fin des années 1990, a proposé de remplacer l'expression bien culturel par celle de patrimoine culturel. Ces propositions ont été malheureusement retenues lors de l'adoption des conventions de l'UNESCO de 2001 et 2003. Et qui, justement, n'utilise plus le terme bien culturel, mais utilise seulement le terme patrimoine. Mais je crois que là, il y a un petit souci. Alors, pourquoi on a fait cette proposition? Donc, il y a deux auteurs australiens que dans la International Journal of Cultural Property, en 2000, ont avancer cette théorie selon laquelle le terme bien culturel aurait dû être remplacé par le terme de patrimoine parce que le terme bien est serait dérivé du droit privé et évoquerait une idée marchande de la culture, alors que l'idée du patrimoine serait une idée qui vise à préserver les traditions et les biens pour les générations à venir, et donc elle serait plus à même de représenter l'ensemble des manifestations de la culture, y compris les manifestations de nature immatérielle. Or, et en plus, disait que le terme bien suppose un mode de propriété et donc un contrôle absolu par les propriétaires, donc ce qui évoque un peu le jus utendi et abutendi, qui pourrait donc le propriétaire pourrait exploiter les biens, en faire l'objet des transactions commerciales et même en interdire l'accès aux autres. Donc, à mon avis, c'est une conception qui repose essentiellement sur un malentendu et témoigne d'une différence fondamentale entre les cultures juridiques. La notion de bien n'est pas une notion exclusivement de droit privé, et d'ailleurs on pourrait même affirmer la même chose à l'égard de la notion de patrimoine. La notion de bien est une notion que déjà étymologiquement fait référence au concept de bonum, c'est-à-dire bien-être, ce qui est bien. Et la notion de patrimoine, en revanche, aussi, est une notion qui vient directement du droit privé et fait référence à l'ensemble des biens de droit privé, de biens de la famille et des biens de plus hérités du père. À l'aube du XXIe millénaire, il serait abusif d'assimiler les concepts de bien et de patrimoine à une notion de propriété.
et de limiter la portée aux seules catégories de droit privé, la notion du patrimoine et la notion des biens ont assis, la notion du patrimoine en particulier a acquis aussi un sens figuré de quelque chose qui est transmis de génération en génération, et c'est quelque chose qui est passé dans le langage courant au langage juridique. La notion de bien est une notion qui peut-être s'est développée à partir de droit privé, mais la notion de bien culturel est une notion qui relève typiquement de droit public et qui s'est largement émancipée de la notion classique, tout en conservant des traces irréductibles. Donc celle de bien juridique est une notion fondamentale, voire axiomatique de notre tradition juridique. Et quand je parle de notre tradition, je parle de la tradition commun à tous les pays de l'Europe continentale, donc tradition romano-germanique. Il faut d'ailleurs noter que cette querelle terminologique s'est en réalité déroulée dans le contexte de la culture juridique anglo-saxonne, là où le terme bien n'existe pas. Donc il y a un terme gut, mais qui n'a pas la même signification de gut en allemand. Donc, qui traduit justement le concept de bien juridique. Et donc, lorsque l'on a négocié la Convention de 1954, et là c'était encore l'époque où les projets des conventions étaient écrits en français, on a essayé de trouver un mot pour traduire ce concept de bien, et on a choisi, peut-être très mal, le terme de property. Donc là, on n'est pas face simplement à une question ou un problème de traduction d'une langue à une autre, mais il s'agit d'une différence fondamentale entre les cultures juridiques. Donc il est vrai que si vous prenez la Convention de l'UNESCO de 1970, la notion de bien culturel peut renvoyer aussi à des objets qui ont aussi une valeur économique. Toutefois, ce ne sont pas les droits et les intérêts privés qui sont au cœur de cette convention, comme d'ailleurs les autres conventions concernant le patrimoine culturel, mais il s'agit là plus largement de l'intérêt général de la communauté internationale. Donc les deux expressions bien et patrimoine culturel ne sont pas équivalentes, ne sont pas susceptibles d'un usage alternatif, mais sont plutôt des termes qui ont une valeur complémentaire. Le bien culturel est un nom générique et indique une catégorie précise de biens, alors que le patrimoine culturel est en revanche une désignation collective qui se réfère à l'ensemble des biens culturels. Et le patrimoine culturel, sans les biens culturels, n'est qu'une coque vide, est une boîte vide. Le patrimoine culturel, donc, n'a de sens qu'en fonction de biens qu'il contient. Et donc, il s'agit là d'un couple, je considère qu'il s'agit d'un couple terminologique indissociable, bien patrimoine culturel, qui doivent être utilisés comme tels, simul stabunt, simul cadent, disaient les Romains. Donc, c'est une idée que, par ailleurs, on retrouve dans la Convention de La Haye de 1954, on la retrouve aussi dans la Convention de 1970, et on la retrouve aussi dans la Convention de 1972, là où on parle et quand on parle des biens, on parle de quelque chose qui constitue, qui forme le patrimoine culturel. Deuxième considération, ça concerne l'évolution de l'objet, et donc cela nous amène à traiter de la question de l'expansion matérielle de la notion de bien patrimoine culturel. Le patrimoine culturel apparaît constitué de biens qui sont soumis au droit en raison de leur intérêt culturel. Un éminent juriste italien, Massimo Severo Giannini, affirmait que cette notion était une notion de frontière, c'est-à-dire une notion qui fait référence à d'autres disciplines, à des disciplines extra-juridiques pour trouver une définition. Et en fait, lorsque l'on veut, et on veut saisir cette notion, il faut aller regarder ce que l'on entend par culturel, qu'est-ce que c'est que la culture. Et lorsque l'on regarde le concept de culture
au XXe siècle, on voit que ce terme culture a subi une évolution très importante. Donc au XXe siècle, on a assisté au passage d'un concept de culture élitiste ou esthético-artistique à un concept socio-anthropologique. Et le terme culture était auparavant lié seulement aux activités des natures intellectuelles, et donc il s'est référé seulement à la culture des élites, à la culture haute, et en était exclue la culture vernaculaire, la culture dite basse. Et c'était une conception naturellement très eurocentrique, et une conception qui justifie aussi, et qui justifiait aussi la distinction entre le peuple qui était civilisé et les peuples qui ne l'étaient pas. Donc, en dehors de cette notion de culture, il y avait que des bêtes sauvages, donc les Romains disaient « hic sunt leones ». Au XXe siècle, donc, en revanche, on assiste à une profonde évolution, et c'est donc cette conception socio-anthropologique, donc sous l'influence des sciences sociales, le terme culture acquiert donc une signification beaucoup plus large. Mais pendant longtemps, il y a eu une sorte d'affrontement aussi de l'acceptation de la part des États. Encore en 1966, lors de l'élaboration de la part de la Conférence générale de l'UNESCO de la Déclaration des principes concernant la coopération culturelle internationale, la Conférence générale a décidé de ne pas donner une définition du mot culture, et c'est seulement en 1982 que cela fait l'objet d'une définition qui a été adoptée à l'unanimité. Donc c'était à l'occasion de la conférence mondiale culte de Mexico que la définition suivante a été adoptée. Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc l'adjectif culturel s'ouvre désormais à des horizons indéfinis, et chemin faisant, cette expansion matérielle de la notion de culture s'est accompagnée aussi à une extension géographique. Donc, c'est la découverte de la multiculturalité, c'est la reconnaissance de la valeur intrinsèque et de l'égale dignité de toutes les cultures, mais qui toutefois a pour effet de rendre ce concept un peu indéterminé et difficilement maîtrisable. Outre le passage d'une conception d'une culture cultivée à une conception anthropologique, il y a aussi un glissement vers la nature, et donc le mot culture, qu'à l'origine était conçu en opposition au naturel, désormais voit aussi une alliance entre les deux concepts. Je crois que la fin de cette opposition est témoignée à l'échelle internationale par la Convention du patrimoine mondial de 1972. Naturellement, cette nouvelle conception de culture beaucoup plus large et englobante ne va pas sans problème. Françoise Chouet a parlé et a dit que la notion des biens culturels semble caractérisée à l'heure actuelle par une sorte de complexe de Noé qui tend à mettre tout à l'abri de l'arche patrimoniale, et en voulant tout protéger, on ne protège plus rien. Donc, c'est effectivement, il y a une tendance aussi dans les textes internationaux qui semble aller dans le sens d'une inflation de la notion des biens culturels. Et si on compare les définitions qui étaient adoptées dans les premières conventions aux définitions qu'on retrouve dans les instruments les plus récents, on constate cet élargissement à des nouvelles catégories, et le risque est d'aboutir à une conception attrape-tout ou une conception omnivore de la culture qui se nourrit potentiellement de tout.
cette situation explique probablement pourquoi il y a eu une certaine réticence à utiliser la notion de bien ou de patrimoine culturel en dehors du contexte des conventions culturelles. Et par exemple, lors de l'élaboration du statut de la Cour pénale internationale, face à la proposition qui avait été avancée par l'Espagne de remplacer l'expression traditionnelle « bâtiment consacré à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science et à l'action caritative et aux monuments historiques », qui était consacré dans le règlement de La Haye de 1899 et 1907, par l'expression plus moderne de biens culturels ou de patrimoine culturel, la plupart des États ont jugé plus sage de ne pas s'aventurer dans un terrain incertain, surtout dans un contexte comme celui du droit pénal, qui est d'application stricte, et donc cette proposition a été rejetée. La même chose, c'est dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, où on n'utilise pas le terme patrimoine culturel subaquatique, mais on y préfère la notion d'objet archéologique et historique. Troisième considération, ça porte sur l'évolution de l'idée des protections. L'idée des protections est une idée qui est inhérente à la notion de bien patrimoine culturel. La notion juridique de bien ne désigne pas finalement une chose réelle, mais un intérêt juridiquement protégé qui s'exerce sur cette chose. Donc ce n'est que par une opération de simplification intellectuelle que nous confondons, probablement un peu improprement, la chose, la res, avec le bien qui insiste sur elle. Et cela nous empêche de saisir immédiatement un phénomène qui est très important dans la matière qui nous intéresse, à savoir que plusieurs intérêts peuvent agir sur une même chose, et donc plusieurs intérêts peuvent cohabiter. La notion de bien patrimoine culturel a été élaborée par le droit afin de protéger un intérêt que la société manifeste pour certaines expressions de la culture. Elle est donc fonction de cette idée de protection, et son émergence en droit international s'est traduite par la mise en place d'un régime international de protection. Mais que signifie donc protection? À mes yeux, protection, ça signifie mettre en place des conditions plus favorables par rapport aux autres biens. Donc, cette idée de protection, finalement, a suivi une évolution à 4 étapes. Donc, il y a 4 manières d'entendre la protection qui font référence à 4 catégories de normes que l'on va retrouver dans les textes internationaux. Alors, probablement, la plus ancienne catégorie est celle qui fait référence à la protection matérielle. Et le premier texte qui s'occupe de la protection des biens culturels est la Convention de La Haye de 1954, une convention qui est une convention de droit international humanitaire. Donc si on lit cette convention et on la lit avec les conventions de Genève, vous verrez que les termes, les expressions qui sont utilisées sont exactement les mêmes. Donc et lorsque l'on parle des protections, on fait référence exactement à ce que l'on entend par protection dans les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève de 1949. Donc, protection signifie sauvegarde, c'est-à-dire des mesures préparatoires afin de protéger les biens, de mettre les biens à l'abri de la violence de la guerre, et respect, c'est-à-dire une série de normes concernant certaines obligations ou certaines interdictions lors de la conduite des hostilités. Donc le premier groupe de normes concerne une idée de protection donc, qui vise justement la protection matérielle, poser les biens à l'abri des atteintes à leur intégrité physique. Donc il est évident que la sauvegarde de l'existence même de ces biens constitue la finalité première de toute activité de protection internationale en la matière. Le deuxième groupe de normes qui s'est développé, en fait, se pose comme objectif la conservation du patrimoine. Et par conservation, j'entends la conservation des liens entre le bien
les biens et leur contexte culturel, social ou historique. Donc, ce sont les normes qui visent notamment à rétablir les liens lorsque les biens, par exemple, échappent de leur contexte d'origine. Et donc, à cette catégorie appartiennent notamment les normes sur la restitution ou le retour des biens culturels ou les normes qui garantissent la protection in situ. La troisième catégorie des normes porte sur la mise en valeur, donc la valorisation du patrimoine culturel. Il s'agit des règles qui visent à assurer les liens entre les biens et la société, et cela à travers la sensibilisation, l'accès du public, l'éducation, la formation, etc. Et donc, si l'on prend par exemple l'article 2, paragraphe 3 de la Convention de l'UNESCO de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le terme sauvegarde est défini de la manière suivante. On entend par sauvegarde les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. Et donc cela amène justement à une nouvelle idée, c'est que dans le droit du patrimoine, on passe un droit au patrimoine. Un droit du patrimoine, et donc on est au quatrième point, l'évolution quant au sujet, aux acteurs, aux ayants droit, et une nouvelle attention à l'égard des détenteurs du patrimoine. Alors si la Convention de La Haye de 1954 a été écrite en pensant aux États en tant que destinataires des normes, les conventions qui ont suivi, en fait, ont essayé de prendre en compte des nouveaux acteurs. Et la Convention de 2003 que je viens de citer, pour la première fois, fait référence aux communautés, aux groupes et aux individus. Et dans le préambule, on a là aussi, on fait référence, par exemple, au peuple autochtone. Et ça, je crois, c'était la première fois en droit international que l'on retrouve cette mention. Donc, je crois qu'il y a là un aspect qui caractérise le droit international contemporain, un droit qui n'est plus simplement un droit des États, mais qui est de plus en plus en tendance à être le droit interne de l'humanité, comme le disait le professeur Abissab. Et je crois qu'avec ceci, je peux terminer. Merci infiniment de votre attention. Merci. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Merci Vittorio. Merci également aux organisateurs et aux organisatrices pour cette journée et pour cette invitation. Donc on va présenter notre communication à deux voix, donc avec ma collègue Francesca Cominelli, autour donc de cet objet. Donc là, on va être beaucoup plus sur un cas d'étude spécifique, sur l'irrigation traditionnelle ou irrigation gravitaire. Alors pour dire en deux mots ce que c'est avant de commencer, donc ce sont des systèmes d'irrigation donc, qui sont basés sur l'utilisation de la gravité comme force motrice et donc qui n'utilisent pas d'autres énergies. Et qui sont utilisés dans beaucoup de pays, en Europe et ailleurs, et qui sont basés sur des systèmes de canaux de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres qui datent généralement du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité. Et c'est donc une pratique qui pose vraiment cette question de l'articulation entre le naturel et le culturel, et qui a façonné un système d'irrigation qui a façonné les paysages, notamment dans les zones méditerranéennes en France, les Alpes du Sud, la plaine de la Crau, les Pyrénées-Orientales, etc. Bien qu'elle soit relativement méconnue. Et donc il y a eu une inscription sur la liste représentative récemment par 7 pays européens, et la démarche que l'on accompagne ou coordonne vise potentiellement à rejoindre cette inscription pour la France. Donc voilà pour l'objet et pour le questionnement. Donc on partait
de ce que disent les coordinatrices du numéro spécial de la revue Vertigo sur patrimonialiser la nature en 2013, qu'elles disaient, Christine Bouisset et Isabelle de Grémont. Elles soulignaient l'écart existant entre la patrimonialisation de la nature et celle de la culture. Alors peut-être de manière, on va le voir, assez schématique, mais en disant que la patrimonialisation du culturel vise à protéger les œuvres humaines, alors que la patrimonialisation de la nature viserait plutôt à se tourner vers ce que l'homme, justement, n'a pas touché ou n'a pas modifié. Alors on a déjà vu ce matin, évidemment, que les choses sont plus complexes que ça, que l'on a des catégories qui ont émergé et qui permettent de penser le dépassement de cette opposition, de paysages culturels, de sites mixtes et d'autres outils de ce type. Mais on prend pour point de départ quand même cette idée qu'il existe un antagonisme initial possible qui est lié non pas à une opposition de nature, entre nature et culture, mais au fait que finalement nos outils patrimoniaux sont inscrits dans la pensée dualiste telle que la présente Philippe Descola, puisque voilà, malgré l'apparition de ces nouvelles catégories, le fait même de parler de rapport entre nature et culture ou de rapport à la nature nous place dans une vision dualiste, et donc ces outils, y compris ceux de l'UNESCO, sont ancrés dans cette ontologie dualiste et ne sont pas ancrés dans les ontologies totémistes ou animistes, même s'ils visent aujourd'hui à intégrer ces conceptions, comme on l'a vu ce matin avec les paysages culturels de chasse des Inuits ou voilà, d'autres sites culturels de ce type. Donc on s'appuie sur le constat que cette articulation de la patrimonialisation du naturel et du culturel rendue théoriquement possible et qui a gagné en popularité donc avec ces nouvelles catégories voile des contradictions potentielles ou réelles qui ressurgissent notamment dans les actions de patrimonialisation et qui ont été déjà montrées dans de nombreux travaux. Et donc, on va essayer d'interroger notre propre action selon ce regard et voir comment ces conceptions peuvent cohabiter ou non et comment différents intérêts entrent potentiellement en contradiction. Donc, ce processus de patrimonialisation, donc d'abord, oui, pour dire aussi un mot sur la Convention de 2003, elle permet d'envisager ce rapport entre nature et culture, puisque, comme vous le savez, il y a différents types de patrimoine culturel immatériel qui sont définis par la Convention, dont les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Et donc, voilà, c'est à ce titre notamment que les techniques d'irrigation gravitaire ont été inscrites sur la liste représentative. Donc, on va d'abord présenter un peu la pratique, notre projet. On reviendra ensuite sur la valeur patrimoniale de l'irrigation gravitaire aux yeux des personnes que l'on a interviewées dans nos enquêtes. On évoquera aussi la dimension patrimoniale que nous avons mise en avant dans une fiche d'inventaire que nous avons déposée pour l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel et qui, à l'heure exacte où on parle, doit être examinée par le comité du patrimoine ethnologique et immatériel. Et on finira donc par discuter donc à la fois cette question de comment s'articule nature et culture dans cette pratique, mais aussi de la démarche participative du fait de la thématique de la session qui a invité à s'interroger sur l'implication des communautés. Donc, comme je le disais à l'instant, donc on a cette pratique qui est intitulée plus précisément donc l'irrigation traditionnelle en Europe, connaissances, techniques et organisation, qui a été inscrite donc par ces 7 pays, Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse, sur la liste représentative donc en décembre 2023. Et en France, donc la France ne faisait pas partie du processus, mais il y a quand même des démarches de patrimonialisation qui existent, puisqu'on avait 2 fiches d'inventaire inscrites à l'inventaire national, une pour le Briançonnais, une pour la Lozère. Et donc, lorsque nous avons entendu parler de cette démarche, c'était en 2022. Donc, Francesca avait travaillé sur la pratique dans le Briançonnais. Nous avons travaillé en Ardèche avec des étudiants également sur l'irrigation. Donc, on a été aussi sollicité par des acteurs, notamment du Briançonnais, qui se demandaient comment rejoindre la candidature. Et c'est là qu'on a proposé donc un accompagnement de la démarche. Donc voilà, comme je le disais, donc c'est une irrigation qui utilise ces canaux, donc essentiellement creusés dans la terre et à ciel ouvert, même si aujourd'hui il y a différents types de matériaux qui sont utilisés également en appui.
qui est utilisé principalement dans les régions de montagne méditerranéenne, donc pour ce qui est de la France, principalement dans les régions Occitanie, en Corse, Auvergne-Rhône-Alpes également, et puis PACA. On a identifié à peu près une quinzaine de départements où elle est en tout cas encore pratiquée. Et elle est fondée donc, sur des organisations sociales originales qui visent à utiliser une ressource commune de manière partagée et qui est fondée notamment sur des associations syndicales de propriétaires qui prennent différentes formes, mais notamment des associations syndicales autorisées qui sont une forme d'organisation sociale originale, puisqu'elle est fondée sur l'idée que les droits d'eau appartiennent non pas à des personnes, mais sont associés à des parcelles irriguées. Donc il s'agit d'amener cette ressource en eau de ces cours d'eau où elle est prise, les torrents, les rivières, jusqu'aux parcelles, en utilisant uniquement donc, la gravité et ces systèmes de canaux. Donc c'est une pratique qui a beaucoup d'externalités positives, comme l'alimentation des nappes phréatiques, le drainage aussi des versants en cas d'inondation, la lutte contre les incendies. Et elle connaît des menaces multiples qui sont à la fois humaines et climatiques, notamment donc, du fait de la transformation des sociétés rurales, agricoles, un manque de moyens humains et techniques pour entretenir les canaux, des restrictions d'eau qui sont imposées par les préfectures et les représentants de l'État, et une complexité réglementaire accrue, soulignée par les acteurs. Et donc ces pratiques ont longtemps été considérées comme archaïques, elles le sont encore par certains représentants de l'État, mais elles font aussi l'objet d'une volonté de valorisation patrimoniale par les acteurs, et notamment face aux enjeux du changement climatique. Donc, dans la démarche, donc ça, ce sont les fiches à l'échelle nationale dont je parlais. Donc, dans la démarche, nous, dans l'accompagnement, donc ce qu'on a proposé donc, depuis environ 1 an, c'est d'une part, donc c'est un peu à la demande du ministère qui souhaitait que la pratique puisse fédérer l'ensemble des acteurs français concernés et pas seulement les 2 régions qui avaient été déjà inscrites à l'inventaire. Donc il s'agissait de fédérer tous les acteurs en France que ça pouvait concerner dans les 15 départements, qui bien souvent ne se connaissaient pas parce que voilà, il n'y avait pas nécessairement de communication. Et puis de coécrire une fiche d'inventaire national qui les représente. Donc on a fait cela à travers un travail de consultation des acteurs, donc un travail de coécriture d'une fiche d'inventaire qui a été soumise là le 16 mai. Donc l'objectif final étant possiblement de rejoindre l'inscription sur la liste représentative, ce qui pourra éventuellement intervenir avec un travail d'extension. Donc on a rassemblé environ 320 contacts dans 15 départements. On a mené donc une dizaine de réunions, principalement en visio, mais aussi en présentiel ou en hybride, dans certains départements où elle est le plus présente, donc dans les Alpes-Maritimes, dans les Hautes-Alpes, récemment aussi dans les Bouches-du-Rhône. Et on peut estimer qu'on a une centaine de personnes qui ont participé activement à la rédaction et au travail d'identification de la pratique. Ce qu'on peut souligner aussi par rapport à notre démarche, notre positionnement, c'est que par notre engagement personnel dans la défense de ce patrimoine, on a été aussi initiatrice de la plupart de ces réunions et événements. Donc on développe une approche qui est en rupture avec la posture habituelle de la recherche fondamentale qui se voudrait extérieure. On assume une forme d'engagement auprès des acteurs de cette patrimonialisation auquel on s'associe. Et notre rôle a été aussi de faciliter le partage des connaissances par les différents acteurs et les praticiens, avec différents dispositifs mis en place de questions, de formulaires, d'échanges visio, téléphoniques, etc. Et en même temps, de l'autre côté, on essaye quand même de garder donc une posture de recherche et en tout cas de s'auto-analyser, donc ce qui est assez complexe, d'analyser la démarche en cours et puis on est en plein dedans. Mais voilà, on a une position qui nous permet de voir les choses de l'intérieur et qui offre aussi une perspective privilégiée pour observer ces processus sociaux à l'œuvre. Donc on a fait pour ça 25 entretiens semi-directifs, donc pas seulement pour collecter de l'information pour documenter la pratique, mais aussi pour analyser en même temps ce qu'on faisait et le positionnement des acteurs autour de cette démarche et de cette pratique.
Donc à la fois des personnes qui sont au cœur de la pratique, des irrigants, des agriculteurs, mais les irrigants ne sont pas que des agriculteurs, on a aussi des jardiniers, des amateurs, ou également des personnes qui font partie d'associations de sauvegarde du patrimoine, des personnes qui sont dans différentes collectivités, on a des personnes qui sont dans les PNR, dans des chambres d'agriculture, dans les communautés de communes, etc., donc qui sont impliquées aussi dans l'accompagnement de la pratique. Donc ces entretiens ont en partie été conduits en visioconférence, en partie aussi sur place lors d'une enquête de terrain dans les Hautes-Alpes en février de cette année. Et on a également donc diffusé un questionnaire en ligne au sein du réseau, donc qui a recueilli 46 réponses. Et je précise que ce travail a été conduit aussi avec l'appui de 2 étudiantes de notre institut, Jie Liu et Clara Ducrot, donc qui ont à la fois accompagné le travail de recherche et la rédaction de la fiche d'inventaire. Voilà, donc à la suite de cette présentation du projet que Aurélie nous a faite, en fait, on voulait vous présenter quelques résultats des enquêtes qu'on a menées et en particulier, pour nous, c'était important aussi, dans le cadre de ces enquêtes, de comprendre quelle est la valeur que ces communautés associées à ce patrimoine et donc quels étaient, comme Victorio le disait aussi tout à l'heure, les intérêts multiples qui étaient mis en avant et qui arrivent aujourd'hui à cohabiter parce qu'effectivement, les différents membres de cette communauté montrent des intérêts et attachent de la valeur à ces patrimoines qui peuvent être différents. Donc la première chose qui émergeait dans les entretiens, bien évidemment, c'était une sorte de valeur d'utilité, c'est-à-dire que les membres de cette communauté souhaitent aujourd'hui sauvegarder cette pratique, ces techniques traditionnelles, tout d'abord parce qu'il y a une fonction qui est encore assurée par ces canaux et ces techniques. Et donc, c'est le fait qu'effectivement, cette technique permet d'amener l'eau des rivières, des sources d'eau vers les parcelles qui sont irriguées. Et l'autre question d'utilité est liée au fait de continuer à pérenniser les droits d'eau qui sont, comme Aurélie le disait tout à l'heure, des droits parfois très, très anciens. Donc, effectivement, cette question d'utilité est très importante et d'ailleurs, c'est aussi le sens du patrimoine culturel immatériel. C'est un patrimoine qui est encore pratiqué, qui est encore vivant, qui a encore du sens pour ces communautés. Mais en même temps, il y a aussi de la valeur patrimoniale qui, effectivement, est associée à ces pratiques et qui est mise en avant dans le discours des personnes qu'on a interviewées. Donc, comment est-ce qu'elle s'exprime, cette valeur patrimoniale? Tout d'abord par le fait que les personnes interviewées disent souvent ce patrimoine vient du passé, c'est des travaux colossaux qui ont été créés par les anciens et qu'il faut continuer à transmettre. Donc, il y a une dimension d'ancienneté qui est mise en avant et un travail, la trace physique, matérielle encore aujourd'hui, d'un travail ancien qui est admiré. Donc là, on vous a mis juste quelques citations effectivement des entretiens qu'on a menés. Ça a été fait, je ne sais pas combien de siècles, et ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est du patrimoine, c'est certain. Et encore, mais ça serait bien quand même qu'on puisse arriver à que l'ouvrage soit reconnu quand même. Et voilà encore, c'est des ouvrages qui sont très vieux, des canaux très vieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui émerge dans cette citation parce que si vous voulez, dans notre démarche, c'était la partie immatérielle justement qui était mise en avant. Et dans le discours des interviewés, parfois, il y avait aussi cet attachement au patrimoine matériel et physique, au tracé des canaux, qui était aussi reconnu comme quelque chose qu'il faut sauvegarder. Et le fait de s'attacher à cette pratique immatérielle, parfois, était vu comme une limitation. Et encore, ce qui a fait un patrimoine, c'est qu'on a des canaux qui sont vraiment très anciens. Donc voilà, c'est juste pour revenir sur cette question d'ancienneté. Donc, ça, c'était le premier point. L'attachement aux ouvrages, bien évidemment, parce qu'il y a cette transmission d'un patrimoine ancien qui a demandé beaucoup de travail
pour être réalisés et qui perdurent aujourd'hui. Donc c'est aussi une sorte de sens de responsabilité vis-à-vis de ce que les anciens ont fait. Mais il y a aussi dans les entretiens une admiration pour les ouvrages qui effectivement émergent, parce que au-delà du paysage qui a été façonné par la pratique de l'irrigation traditionnelle à système gravitaire, il y a tout un riche patrimoine bâti et matériel qui s'est développé au long des canaux et au long des territoires qui sont traversés par ces canaux. Et effectivement, beaucoup de personnes mettent en avant le fait qu'il s'agit d'ouvrages d'art. Il s'agit, par exemple, ici dans cette citation, vous voyez cette personne interviewée qui dit « Il y a ce tunnel qui passe sous les demoiselles coiffées, ce qui est quand même exceptionnel ». Ou encore, il y a toujours des ouvrages incroyables. À chaque fois qu'on se promène, il y a des ouvrages de fou. Donc voilà, il y a toujours cette idée d'une admiration pour des travaux qui ont été réalisés dans le passé avec des moyens aussi qui étaient limités et qui effectivement, disons, mettaient en avant cette admiration pour les ouvrages eux-mêmes. Ensuite, voilà, là on était un peu plus focalisé sur les valeurs patrimoniales qui émergeaient dans le discours des interviewés, mais il y avait bien évidemment tout un discours aussi qui portait plus sur la valeur de ces canaux par rapport à l'écosystème. Aurélie l'a déjà dit quand elle a présenté effectivement les fonctions aussi écologiques que ces canaux et ce type d'irrigation jouent aujourd'hui dans nos écosystèmes. Et donc, plusieurs interviewés soulignent encore les atouts de ces canaux du point de vue non seulement patrimonial, mais aussi environnemental, et effectivement des impacts qui sont extrêmement positifs pour l'environnement. Et par exemple, dans cette citation, la personne interviewée dit « Il y a plein d'autres fonctions, il va amener de l'eau sur les berges, donc il va favoriser la biodiversité, ça tient la végétation, ça tient l'humidité, ça tient la terre, ça évite que la terre parte, descende, coule. » Donc voilà, et en plus, nos canaux remplissent les nappes phréatiques. Donc il y a effectivement tout ce discours autour des impacts écologiques qui est mis en avant pour justifier le fait que la communauté s'engage dans la sauvegarde de ces canaux. Et tout ça jusqu'au point de développer une sorte de stratégie dans le discours de certaines des personnes interviewées, parce que cette dimension écologique des canaux, ce rôle écologique que les canaux jouent au niveau de l'environnement, est aussi mise en avant pour pouvoir sauvegarder la valeur patrimoniale des canaux. Donc ici, dans cette citation, on voit cette personne qui affirme, parce que l'eau c'est un problème majeur, c'est pour ça que les canaux sont au cœur de ce problème-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rater. Il ne faut pas rester simplement à la notion de patrimoine, il faut aussi parler d'écologie. L'écologie fera plus le poids que le patrimoine. Ça nous rassurera puisque nous, on gardera notre patrimoine. Donc, dans le discours de cette personne, il faut mettre en avant la question écologique avec l'objectif de protéger le patrimoine. Donc, effectivement, c'est mobiliser cette notion d'écologie comme un outil, si vous voulez, de lutte pour pouvoir, au final, sauvegarder le patrimoine des canaux qui peut être plus difficile à être reconnu, la valeur patrimoniale des canaux. Donc, ça, ce sont les principaux éléments qui ressortent des entretiens qu'on a réalisés, donc du discours des personnes qu'on a interviewées. Et bien évidemment, dans la fiche d'inventaire, le travail a été un peu différent. Effectivement, Aurélie vous a parlé tout à l'heure de la difficulté d'être dans la démarche et d'observer aussi la démarche en même temps. Et bien évidemment, pour pouvoir réaliser cette fiche d'inventaire, on devait respecter un cadre qui était le cadre de l'inventaire national, le cadre aussi de la fiche qui a déjà été présentée à l'UNESCO par les 7 pays qu'on a mentionnés. Et surtout le cadre du patrimoine culturel immatériel. Donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir inscrire ces pratiques dans le champ des connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, en mettant en avant donc qu'il s'agit effectivement de connaissances qui sont
transmises au fil des siècles. Donc effectivement, cette partie historique d'un patrimoine ancien, mais surtout des connaissances qui sont traditionnelles et transmises et encore vivantes. Et il y a tout un glossaire aussi des termes vernaculaires qui sont associés à cette pratique qu'on a pu recenser et que surtout les personnes qui ont participé à cette démarche ont voulu mettre en avant. Ensuite, on a dû, justement pour la fiche d'inventaire, montrer aussi le rôle des communautés. Et donc, c'est par l'analyse surtout des modes de gestion collective de cette pratique. Donc, tout à l'heure, Aurélie vous a parlé des associations syndicales des propriétaires et d'autres formes juridiques, effectivement, qui permettent une gestion collective aujourd'hui. Et bien évidemment, l'idée d'une pratique qui est menacée souvent par des intérêts économiques, par des contraintes aussi relatives à l'usage de l'eau aujourd'hui, et donc le fait qu'effectivement, parfois, ces démarches constitue une contrainte, voire une menace pour la sauvegarde de ce patrimoine. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce qu'on a écrit dans l'affiche, c'est toujours du matériel que, bien évidemment, on a partagé avec les membres des communautés, mais la démarche, ça a été souvent de leur envoyer des questionnaires, des questions avant auxquelles ils répondaient. Après, nous, on faisait un travail de mise en cohérence, d'harmonisation de tous ces contenus. Et du coup, on a dû rentrer aussi dans un cadre. Donc, si vous voulez, nos questions aussi, d'une certaine manière, piloter les réponses qui ont été mises en avant dans le cadre de la fiche d'inventaire. Donc, pour conclure un peu et de synthétiser ce qu'on peut en tirer de tout ça, donc à la fois sur cette question du rapport culturel-naturel et puis sur la démarche participative. Donc bon, on voit évidemment que c'est vraiment un objet patrimonial à la croisée de beaucoup de champs différents, matériels, immatériels, naturels, culturels. Bon, ce qu'on peut en dire aussi, c'est un peu des ébauches de conclusions qu'on tire parce que les matériaux ne sont même pas encore tous traités, hein, donc on en est au tout début. En tout cas, donc, ce qui ressort, ce que Francesca a dit, hein, c'est notamment ce décalage un petit peu entre finalement la valeur patrimoniale qui ressort des discours et puis celle qui a été mise en avant dans l'affiche et celle qui a été dictée un petit peu par l'orientation qu'on a donnée depuis le début. Ça implique pas forcément de contradiction, hein, mais ça montre le besoin de croiser justement différents outils patrimoniaux et aussi que la démarche liée au patrimoine immatériel ne répondra pas à toutes les attentes. Et là-dessus, on est aussi preneur de suggestions, hein, puisque vous connaissez mieux tous ces outils que nous. Ce qu'on peut dire aussi sur la démarche participative, hein, c'est qu'elle correspond, on a fait tout ce qu'on a pu et en bon élève pour essayer d'appliquer un peu toutes les préconisations de l'UNESCO, mais évidemment on voit que l'idéal un peu imaginé, hein, d'une communauté qui se rassemblerait, qui définirait son patrimoine, évidemment n'existe pas. Et l'UNESCO le reconnaît, hein, évidemment, et reconnaît le rôle des intermédiaires, mais c'est vrai que je pense dans la démarche, on a vu là particulièrement l'importance de ces intermédiaires, hein, que ce soit nous en tant que chercheurs ou d'autres intermédiaires, et de l'importance d'expliquer des catégories, hein, de resémantiser aussi des choses qui viennent des acteurs dans un langage qui est accepté par des institutions, etc. Donc on n'était pas des intermédiaires neutres, mais on a aussi joué ce rôle, hein, de traduction et de participation. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faudrait certainement faire une analyse sociologique, là je pense, de la démarche, hein, puisque ce qu'on a vu également, qui est assez intéressant, c'est que finalement, dans cet ensemble de personnes qu'on a rassemblées, on s'attendait à avoir beaucoup d'agriculteurs, puisque quand même les membres des ASA, des ASP sont principalement des agriculteurs. On n'a eu aucun agriculteur qui n'a répondu au questionnaire. Donc il y a quand même des verrous, hein, ça montre les dispositions sociologiques nécessaires pour s'engager dans des démarches patrimoniales. Donc bon, là, ça nécessiterait une toute autre analyse. En tout cas, voilà, il n'y a rien de... La session s'intitulait « Inventer des patrimonialisations », il n'y a rien d'inventé, mais il y a certainement un besoin de nouveaux outils. Ce qu'on voit aussi dans notre démarche, c'est qu'on a donc participé à l'élaboration même de la communauté, donc en mettant en lien différents territoires, avec un changement d'échelle
qui pose question et qui a beaucoup interrogé. Hein, il y a vraiment cette crainte de la perte de contrôle à l'échelle locale, de la centralisation, de la nationalisation, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que, donc en termes là plutôt d'articulation entre les valeurs environnementales et culturelles, c'est que on sent un peu des tensions possibles qui ne font pour l'instant qu'émerger. En fait, lorsqu'elles sont évoquées par les acteurs, les dimensions environnementales de l'irrigation étaient généralement déconnectées de la dimension anthropisée de la pratique. On avait d'un côté un peu les dimensions culturelles, historiques, et puis de l'autre, dans les discours, hein, ces aspects environnementaux et écologiques. On a vu surgir à plusieurs reprises ces points de tension. Par exemple, les dimensions naturelles de ce patrimoine hydraulique, associé à une certaine biodiversité, sont vues potentiellement comme entrant en contradiction avec la défense de la dimension culturelle, puisque les irrigants, pour donner un exemple, quand ils doivent intervenir, faire des travaux, ils sont soumis à devoir demander des autorisations assez importantes, notamment pour intervenir dans les torrents, et on leur oppose parfois des raisons environnementales pour refuser ces autorisations. Donc là, voilà, il y a des nœuds qui existent. Alors j'avais noté des citations que je n'ai plus, mais en tout cas, ça ressort dans le discours des acteurs, vraiment cette mise à distance de la dimension naturelle sauvage, stratégiquement, lorsqu'il faut défendre la dimension culturelle. Par exemple, une interviewée nous disait... un des canaux de notre président, il a été classé cours d'eau, donc rivière naturelle, sauf qu'elle n'a absolument rien de naturel. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau qui coule que c'est une rivière. Voilà, la plupart des rivières ont été modifiées par l'homme. Donc il y a un choix stratégique de mettre en valeur soit la valeur écologique environnementale, soit la nature sauvage, soit la nature anthropisée des canaux, en fonction des menaces perçues et en fonction de à qui on s'adresse. Et là, donc, la suite pourra dire comment les choses se résolvent, mais en tout cas, on avait aussi un souhait exprimé par les acteurs d'avoir des outils qui permettent de protéger les deux en même temps. Et souvent, dans les discours, revenait le fait que le principal interlocuteur était le ministère de la Culture, mais quid du ministère de l'Écologie, et à quel moment nous pourrons dialoguer avec d'autres ministères. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois. On va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Sinon, moi j'ai des questions, donc je peux commencer. Pour Vittorio, déjà j'avais une question sur est-ce que tu considères que peut-être finalement on est en train d'entrer dans une... Tu as présenté les 4 étapes. Est-ce qu'on serait en train d'entrer dans une 5e ère du droit international qui justement prendrait en compte cette immixtion entre nature et culture et ces nouveaux rapports humains, non humains, comme dirait Descola, avec l'idée que finalement on aurait eu cette première évolution avec un changement du paradigme et du rapport propriétaire, ensuite on aurait pris en compte des populations plus minoritaires ou subalternes, et maintenant finalement on prendrait en compte un nouvel objet. Et je pensais un peu aussi avec la question des communs qui serait de plus en plus pris en compte, notamment la question de l'eau. Est-ce que tu aurais l'impression qu'il y aurait ce changement de paradigme en cours, ou c'est encore trop nébuleux au sein du droit international de la culture ? Je ne vois pas pour l'instant. J'ai l'impression que ce soit encore un peu tôt. En droit international. Oui. Parce que j'ai l'impression que du point de vue des sciences humaines et sociales, c'est des objets qui arrivent de plus en plus. On réfléchit de plus en plus à des questions, mais peut-être que le droit international est encore un peu trop frileux. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, parmi les internationalistes, veut ajouter quelque chose. Je serais peut-être moins négatif que Vittorio. Je crois que effectivement, il y a toujours ces grands blocs. Après, moi, je vois parfois un peu de porosité.
ne serait-ce que parce qu'il y a des enjeux qui requièrent de faire converger nature et culture. Et c'est ce qu'a dit Laurent Néret tout à l'heure, par exemple, je crois que c'est Laurent ou c'est Lily, sur le changement climatique. On voit dans la cour de Paris qu'il est fait référence aux savoirs autochtones, aux savoirs locaux. Donc on va effectivement mobiliser quelques éléments culturels à travers le PCI pour répondre à des enjeux qui dépassent effectivement la question du simple patrimoine culturel. Le protocole de Nagoya, moi, me semble être quand même à un moment donné un point de rencontre, et d'autant plus que sur le même modèle que le protocole de Nagoya est construit par l'ARIPO, donc ce qui est l'Organisation africaine en propriété intellectuelle. Donc c'est du droit régional pour le coup, mais c'est quand même du droit international. Un protocole sur la protection du folklore et des expressions traditionnelles qui est basé, mais alors dans le mécanisme, c'est Nagoya, mais dupliqué sur justement les savoirs locaux, les connaissances traditionnelles et le folklore. Donc on pourrait peut-être, on pourrait comme ça faire un petit inventaire. On a quelques points où ça clignote, voilà, mais on reste quand même sur des équilibres, sur des grands équilibres qui sont segmentés. Après, on pourrait dire que la CITES intéresse aussi le patrimoine culturel. Donc il y a des moments où il y a des passerelles. Ouais. Oui, j'ai une question à propos du sujet de l'irrigation, et d'avance, pardonnez-moi si elle est idiote. Dans l'hypothèse où vous réussissez à obtenir un classement donc, de cette pratique d'intérêt culturel mais aussi écologique, est-ce que ça pourrait conduire de loin en loin à avoir cette pratique promue auprès d'autres agriculteurs dans d'autres régions ? Alors, c'est vrai que la question nous a été posée à un moment donné parce que la pratique a existé, par exemple en Bourgogne, et visiblement elle n'est plus pratiquée. Donc il y a cette question qui a été soulevée de la possible réactivation de canaux qui sont plus en usage. Pour l'instant, l'urgence, ça semble vraiment être la défense des droits d'eau existants qui sont menacés. On n'a pas trop développé là-dessus, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont encore jugées archaïques, notamment par les agences de l'eau. Les agriculteurs ressentent une forte pression à passer justement à d'autres modes d'irrigation, et passer notamment au système d'irrigation sous pression, qui eux-mêmes induisent des changements économiques importants, des changements de culture qui doivent s'adapter à ça. Donc pour l'instant, on ne va pas justement vers un renforcement de la pratique, mais certains disent qu'on commence à sentir un peu un changement et une reconnaissance de ces rôles écosystémiques qui pourraient effectivement être reconnus un peu mieux, et donc inspirer, notamment chez des jeunes agriculteurs en montagne. On est sur l'agriculture de petite échelle, où ce type d'irrigation est valorisé, contrairement à... Donc on ne va pas voir tout de suite la construction de nouveaux canaux Non. Okay. Ça, si déjà ces existants étaient conservés, ça serait très bien. Après, il y a aussi cette démarche européenne en parallèle, et c'est vrai que tous ces différents pays ont fait converger aussi différentes pratiques et différentes structures. Donc je pense que peut-être qu'une réponse pourrait venir aussi de cette fédération, même si informelle, de différents pays européens, surtout dans la création, et c'est l'un des projets éventuellement d'une base de données pour pouvoir partager les recherches, les documents autour de ces canaux. Parce qu'effectivement, ce qui manque, c'est vrai que ces impacts écologiques sont connus. On les voit quand un canot ne fonctionne plus. Il y a souvent des petits lacs, d'autres endroits qui, après, sont modifiés aussi, rencontrent de la sécheresse et tout ça. Du coup, mais il manque des études probablement dans ce sens. Donc, c'est vrai que cette approche européenne aussi pourrait peut-être aider à soutenir cette démarche du point de vue scientifique. Merci. Je peux rebondir, ou vous aviez une question ? Vous avez tout à l'heure abordé un peu la question du refus ou de l'opposition de certains agriculteurs
au projet de classement de l'irrigation gravitaire. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu en droit international. On parle souvent du manque d'implication des communautés au processus de classement et l'idée que ce serait un droit un peu statocentré et que toutes les décisions se prendraient au niveau des États, mais peu de la question de l'opposition ou du refus de ces communautés. Est-ce qu'elles pourraient être désengagées de ce processus ? Et vous, comment est-ce que vous avez ressenti ces réticences ? Est-ce que vous avez opéré des arbitrages dans votre position de chercheuse ou est-ce que vous les avez un peu occultés en sachant qu'il y avait d'autres communautés qui avaient envie d'y participer ? Comment est-ce que vous avez un peu mis en balance tous ces intérêts En fait, on a eu peu de positions frontalement dans le refus. On a eu des expressions de crainte, surtout que ce soit une couche réglementaire de plus sur une pratique où les gens ont l'impression de crouler sous des réglementations qui vraiment mettent à mal la pratique, donc de contrôle des débits d'eau, etc. Et donc en leur disant qu'une inscription à l'UNESCO n'implique pas de réglementation immédiate, supplémentaire et de contraintes, déjà la plupart du temps les gens sont rassurés. Je pense aussi qu'on a peut-être eu peu d'écho d'opposition parce que les gens connaissaient notre position, mais je pense que ceux qui sont sceptiques restent à l'écart. C'est pas, pour l'instant, on n'a pas senti en tout cas d'opposition forte et plutôt un engouement assez fort. On a reçu beaucoup de lettres de consentement, de soutien, etc. Parce qu'on est vraiment sur des pratiques et un patrimoine qui est très, très menacé, quoi. Enfin, on ne l'a peut-être pas beaucoup dit, mais il y a vraiment un sentiment d'une urgence à sauvegarder. Pour le patrimoine bâti, ce sont des ouvrages qui sont difficiles d'accès parce que dans des régions montagneuses, ils sont méconnus, ils sont peu inventoriés. Et la pratique elle-même est très menacée, y compris par le changement climatique, puisque les tempêtes récentes, notamment dans les Alpes-Maritimes, ont souvent causé des dégradations face auxquelles les gens ne peuvent pas reconstruire ou à des coûts exorbitants. Et donc, ça met fin à la pratique rapidement. Donc, c'est plutôt vraiment un besoin de soutien qu'on a ressenti qu'une opposition. Mais il peut y en avoir. Ouais, pour compléter sur cette question des tempêtes, tout en sachant que si les canaux ne sont pas entretenus, les effets de ces changements climatiques, de ces tempêtes, de ces événements sont encore plus impactants en fait. Donc voilà, après c'est un cercle vicieux aussi parce que sans entretien, effectivement, les canaux sont encore plus menacés, mais l'environnement en général. Et par rapport aux agriculteurs, c'est vrai qu'on n'a pas eu un grand soutien des agriculteurs. Je pense que voilà, les personnes qui sont intervenues, c'était des personnes qui déjà avaient un rôle un peu de sauvegarde des canaux à l'échelle locale. Donc, c'est plutôt normal qu'ils n'aient pas le temps peut-être de participer à ces réunions. Toutefois, on en a interviewé quelques-uns lors du terrain qu'on a fait. Et effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'effectivement, souvent, quand on rentre dans une démarche patrimoniale, on a un peu de distance par rapport à l'usage, donc les agriculteurs sont vraiment impliqués dans l'usage quotidien de ces canaux et ils n'ont presque pas le temps de s'occuper de la patrimonialisation des canaux ou de se servir de ça pour protéger leurs canaux. Et comme Aurélie le disait tout à l'heure aussi, c'est aussi la peur d'une couche supplémentaire de contraintes dans leur démarche. Mais il y a quand même, même si, voilà, dans certains entretiens, ce qui est ressorti, c'est vraiment un attachement, une affection pour les canaux. Même si ce n'était pas considéré un patrimoine, c'était quand même quelque chose qui faisait partie de leur pratique, en fait. Et donc, bien qu'on n'est pas là pour le sauvegarder, parce qu'on l'utilise plutôt du point de vue économique, il y a cet attachement qui est très, très fort. OK. Bonsoir, moi c'est Esther Viongpan, je suis élève conservatrice à l'Institut national du patrimoine. Juste une petite doléance à Monsieur Vittorio, juste qui nous rappelle le lien entre bien culturel et patrimoine culturel. Voilà, parce que je n'ai pas très bien perçu cette partie-là. Merci. Alors, le lien, c'est un... Le bien représente l'objet de la protection alors que le patrimoine est l'ensemble des biens. C'est ça le lien entre les deux. Donc le terme patrimoine n'est pas synonyme de bien, mais c'est un terme qui est complémentaire à celui de bien. Donc la rhétorique qui vient de Lindenprot et Patrick O'Keefe, qui ont lancé cette croisade contre l'expression bien culturel,
consistait justement à remplacer le terme bien, parce qu'en anglais, finalement, on a choisi de traduire le terme bien par le terme property. Mais dans la tradition de droit commun, il n'y a pas de notion correspondante à la notion de bien juridique. C'est ça la question. Sauf que dire qu'un objet est un patrimoine culturel est quelque chose que, à mon oreille, sonne assez bizarre. Parce qu'un objet n'est pas un patrimoine, un objet est partie du patrimoine. Un bien est partie du patrimoine, fait partie du patrimoine. Alors que dans la convention donc en anglais, ça peut sonner, ça peut être bien, hein, mais pas dans notre tradition juridique. Ça, c'est sûr. Et le patrimoine sans les biens, comme je disais, est une boîte vide. Est-ce que ça... Voilà, alors là, déjà, il faudrait voir si c'est vrai cette affirmation. Hein. C'est-à-dire que le 80% du patrimoine africain se trouve dans les musées européens. Mais au-delà de ça, je pense que il y avait aussi une autre critique que Lindelprodt et Patrick O'Keefe faisaient à la notion de bien culturel. Ils disaient parce que la notion de bien culturel, finalement, n'inclut pas le patrimoine immatériel. Et donc, cette nouvelle dimension que l'on venait de découvrir, finalement, de protéger. Et finalement, ce n'est pas vrai, parce que dans le droit des biens, il y a bien une catégorie des biens qu'on appelle incorporels ou immatériels. Donc, je ne vois pas où c'est la difficulté et donc, la notion de bien juridique n'est pas limitée. D'ailleurs, le bien culturel est un bien qui est essentiellement immatériel, parce que l'intérêt, ce n'est pas l'objet qu'on protège, c'est en fait un intérêt sur le bien, un intérêt que la communauté a à l'égard du bien. Et donc un objet peut être de propriété publique ou de propriété privée, n'empêche qu'au moment où on déclare quelque chose en bien culturel, la culturalité du bien en fait pose des limites aussi à la propriété. Et donc si j'ai le droit, à l'égard d'un bien ordinaire, de faire ce que je veux. Je possède ce bout de papier, j'ai le droit, le jus utendi et abutendi, d'utiliser et abuser même de cette chose qui est en fait une chose ordinaire. Donc je peux la détruire si je veux. Mais je n'ai pas le même droit à l'égard de biens culturels. Pourquoi ? Parce que même si j'en suis le propriétaire, le fait d'affirmer que cette chose rentre dans la catégorie des biens culturels, cela pose des limites, une sorte de servitude sur ces biens. Donc en tant que propriétaire, je ne peux pas l'exporter, je ne peux pas le détruire, je ne peux pas faire les travaux. Si je possède un château, je ne peux pas faire tous les travaux que je veux, mais il y a des limites qui sont posées à mes droits de propriétaire. Donc, c'est une notion aussi qui est essentiellement publique, dans ce sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ou peut-être j'ai introduit d'autres questions. Bonjour, Florian Delady, donc élève conservateur du patrimoine. J'avais une question alors, par rapport à l'irrigation gravitaire. Je n'ai pas tout le système en tête, mais en Lozère, il y a en tout cas les Bézaou qui forment un de ces ensembles d'irrigation gravitaire.
et dont la structure en fait est fortement liée à l'existence de petites exploitations paysannes reliées entre elles. Et la dynamique agricole actuelle n'est pas du tout celle-ci, c'est une dynamique de mise en commun de terres beaucoup plus grande avec moins d'exploitants et d'exploitations plus grandes. Ce qui menace évidemment l'usage de ces petits canaux qui n'ont plus d'utilité dans cette forme d'agriculture et de mer qui n'ont plus le temps d'être organisés et entretenus. Donc la question c'est est-ce qu'une politique patrimoniale peut en fait protéger ces canaux sans qu'il y ait en fait une politique de conditions de production et de conditions de travail de la terre, et notamment en fait un maintien de la paysannerie. On a parlé beaucoup d'agriculture, mais... Je crois que la réponse est dans la question presque, effectivement, et c'est pour ça que l'outil PCI est intéressant, c'est que il semble que voilà, bon, c'est la pratique là, qui est mise en avant et que même l'objet finalement ne pourra être entretenu que si la pratique perdure, donc c'est le côté patrimoine vivant qui est intéressant. Dans le réseau et dans la communauté, les personnes insistent là-dessus, effectivement, sur le fait que c'est un type d'agriculture qui est associé à cette pratique et qu'elle n'est pas compatible avec, voilà, une massification, intensification de l'agriculture qui nécessite d'autres types d'irrigation. Bien que, bon, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, il y a des changements. Beaucoup de canaux aujourd'hui sont utilisés pour irriguer des potagers, ce qui a des impacts aussi sur la gestion collective des canaux, parce que c'était basé sur des systèmes de tourne, en fait, tourne d'eau. Donc, il y avait effectivement des jours où on pouvait irriguer, avoir accès à l'eau, et d'autres jours où on ne pouvait pas avoir accès. Et bien évidemment, les jardins particuliers, les petits potagers ont des besoins en eau qui sont différents des prairies. Et par conséquent, ces changements au niveau de l'agriculture demandent aussi une adaptation au niveau de la gestion collective de la pratique. Oui, effectivement, les choses ne sont pas figées non plus. Et il y a des nouveaux usages qui s'articulent avec les existants. Et ça ne veut pas dire que la pratique ne sera sauvegardée que si on reste dans un modèle paysan dit traditionnel. Il y a notamment des articulations sur les usages pour la production d'électricité avec des microcentrales qui, dans certains cas, sont vues comme compatibles avec la pérennisation de la pratique, selon comment c'est mené, par exemple. Alors, je suis France Chaperon, je suis inspectrice des sites des Yvelines et donc je travaille au sein du ministère de la Transition écologique, donc c'est bien le lieu où il y a la rencontre entre la culture et l'environnement. Et ma question, c'est est-ce que vous avez déjà envisagé que cette protection que vous cherchez sur ces systèmes d'irrigation soit celui d'un site classé, ou alors c'est déjà le cas, et pourquoi cette protection pour vous n'est pas suffisante et il vous faut celle de l'UNESCO? Bon, disons que déjà, pour ce qui concerne l'inscription sur la liste représentative de l'UNESCO, ça a été un choix de la communauté au final de passer par ce classement, mais il y avait eu des débats en amont quant à l'inscription plutôt au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc la Convention de 72. La démarche était beaucoup plus compliquée, donc effectivement, ça n'a pas abouti. Mais effectivement, souvent, comme on l'a dit, il y a cet accent qui est mis sur les ouvrages, donc sur la partie matérielle de la pratique. Et dans certains départements, il y a des inventaires qui ont été réalisés, mais pas vraiment des classements de ces ouvrages. Donc voilà, je ne sais pas si on n'a pas vraiment de classement de quelques ouvrages exceptionnels, il ne me semble pas. Mais voilà, le besoin effectivement qu'il y a derrière tout ça, c'est une demande aussi de la communauté, c'est d'essayer de pousser la réalisation d'inventaires qui puissent effectivement collecter des informations sur les différents tracés. Dans le Briançonnais, dans certains départements, ça a été fait, mais voilà, l'information est très incomplète aujourd'hui. Oui, complètement. Mais je pense qu'il y a des acteurs dans le réseau qui sont en attente de ça, qui souhaitent le pousser, notamment parce que, en fait, parfois l'urbanisation porte atteinte aux ouvrages quand c'est simplement un canal de terre et que les gens ne connaissent pas du tout à quoi c'est lié. Et ça met en péril parce qu'une fois que c'est bouché, on ne peut plus rien faire.
Et effectivement, alors il y a justement le paysage culturel d'EcoC7 dont on parlait ce matin, en fait, parle de l'irrigation. Donc l'irrigation est associée au paysage, et il y aurait d'autres endroits certainement là où ça mériterait d'être exploré, ou voilà, d'autres outils comme sites classés. Et je pense que ça serait nécessaire dans certains cas. Et c'est vrai que nous, je pense qu'on est plus spécialisé sur le PCI, donc notre accompagnement a été aussi orienté par ça. Et ça serait vraiment intéressant qu'il y ait d'autres formes d'accompagnement face aux attentes des personnes et de la communauté. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Apolline Lefort, je suis conservatrice du patrimoine au Muséum d'histoire naturelle de Besançon. Et je me permets quelques remarques et une question. Sans vouloir conclure, c'est plutôt d'ordre général. Je voulais d'abord vous remercier pour cette journée avec des belles prises de hauteur sur un tas de sujets, et chaque intervention a eu beaucoup d'écho dans mon quotidien, puisque dans les muséums d'histoire naturelle, cette dualité que vous avez souvent évoquée entre nature et culture, c'est un quotidien. Sur tout le territoire et partout dans le monde. Donc en fait, on a souvent beaucoup de questions, peu de réponses, et je me rends compte à l'issue de la journée qu'on a beaucoup encore de réponses à apporter à beaucoup de questions. Je me permets une toute petite remarque sur la notion de nature, de réensauvagement, de conditions d'une nature qu'on voudrait préserver à l'état sauvage. Il y a quelque temps, la Commission internationale de stratigraphie a refusé d'accepter la notion d'anthropocène dans l'échelle des temps géologiques. Je pense que c'est aussi remarquable parce que ça montre à quel point c'est difficile de positionner le début de l'action de l'homme ou pas. Est-ce qu'on parle de la disparition de la mégafaune ou pas, etc. Et puis, il a été un petit peu question de... Enfin, il est sujet de droit aujourd'hui, et je m'excuse de redescendre un petit peu sur le terrain, mais autant on vit bien cette dualité nature-culture au quotidien, autant elle est plus difficile à vivre quand on est face à des codes qui se heurtent. Et je voudrais revenir sur la CITES. Elle a été assez peu évoquée, finalement, cette convention de Washington qui nous concerne tous les jours, à savoir la protection des espèces protégées, qui concerne aussi les muséums et les taxidermies. Donc je voulais savoir si c'était un sujet qui était abordé, où il y avait des réponses à apporter, parce que moi je me suis confrontée à un contrôle de l'Office français de la biodiversité. Comment dire, je suis face à des services déconcentrés d'État qui sont difficilement conciliables ou autour d'une même table avec des objets dont je suis garante de l'intégrité pour le Code du patrimoine. Et en revanche, le Code de l'environnement me demande d'apposer, par exemple, un marquage permanent pour la traçabilité de l'objet. Donc voilà, c'est une question ouverte. Je sais qu'elle n'a pas de réponse pas facile parce qu'elle concerne tous les conservateurs actuellement des muséums d'histoire naturelle, mais je me la permets aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas si Iris, tu veux ajouter quelques éléments. Oui, bonjour. Donc Iris Martinez, je travaille. Je suis doctorante et sur le sujet de la CITES et du patrimoine culturel. Le but, c'est justement, c'est tout l'enjeu de ma thèse, c'est ce que vous savez. Bonjour. Et effectivement, là, effectivement, les muséums, vous êtes au cœur du sujet en tant que tel. Après, les musées des beaux-arts, entre guillemets, il y a d'autres problématiques, mais ce que vous avez évoqué, c'est fondamental. Après, je sais qu'il y a certaines régions où la discussion entre les autorités sont un peu plus souples. Après, la vôtre, je ne sais pas forcément. Mais les questions de marquage, c'est tellement spécifique, il faudrait qu'on en discute. C'est compliqué de répondre de manière générale. Mais effectivement, ce sont des enjeux qui peuvent être développés dans le cadre particulièrement de ce colloque, car la frontière entre les deux, comme on disait, deviennent de plus en plus floues sur ces sujets-là. Donc, je n'ai pas forcément d'autres.
Elle n'est pas si spécifique, en fait, la question. C'est vrai qu'elle est très ciblée là, dans la manière dont je l'ai formulée, mais ça s'étend, on va dire, au travail fondamental d'un conservateur qui veut exposer des spécimens et faire juste son métier. Que ce soit la restauration, la conservation, l'exposition, l'acquisition, dans toutes vos variantes en théorie, mais bon, ça, vous pouvez beaucoup plus en parler que nous, j'imagine. Je vais clore cette journée. J'en profite à toutes et à tous pour vous remercier. Un grand merci donc au nom de toutes les élèves conservatrices, du docteur et des doctorantes de l'ISP qui avons mené ces travaux sous la houlette de Vincent Négrier. On espère vous retrouver nombreuses et nombreux l'année prochaine pour la prochaine édition de cette journée conjointe. Bonne fin de journée.